Bonjour, je poursuis mon cours du module de technique chimique pour la biologie, le M18, et je vais passer directement à la centrifugation. Alors, une question qui se pose, pourquoi on a besoin de faire de la centrifugation? Pourquoi on a besoin de centrifugeuses? Eh bien, c'est tout simplement pour le fait que les macromolécules sont des entités de très très faible masse. Et la gravité, donc la force d'attraction terrestre, n'est pas suffisante pour mobiliser, pour faire bouger ces molécules dans un liquide, parce que leur masse est très petite. Donc on a besoin de force qui est beaucoup plus grande que la force de la pesanteur pour les faire bouger dans un liquide, dans un tube par exemple. Et c'est pour cela qu'on a recours à des machines qui tournent à très grande vitesse et qui donnent une force centrifuge qui est beaucoup plus grande que la force de la pesanteur et qui est capable donc de mobiliser, de permettre une sédimentation par exemple de ces molécules vers le culot d'un tube. Alors, la centrifugation est donc un procédé de séparation de composés d'un mélange en fonction de leur différence de masse et de densité après leur soumission à une force centrifuge par accélération autour d'un axe. Donc, l'appareil de centrifugation est appelé centrifugeuse, c'est tout simplement un axe actionné par un moteur qui tourne et qui tourne avec lui le rotor dans lequel on met nos tubes. Alors, ces centrifugeuses, quand ils tournent, le rotor qui est à l'intérieur de la centrifugeuse va tourner à grande vitesse et va chauffer. Alors, pour éviter qu'il chauffe, on peut introduire un système de réfrigération qui baisse la température à l'intérieur du rotor. Et quand le rotor tourne, il va heurter les particules de l'air à l'intérieur, donc il va se frotter contre ces particules de l'air, ce qui permet aussi de chauffer l'intérieur du rotor. Alors si on tourne dans le vide, c'est mieux, et c'est pour cela que certaines centrifugeuses qui tournent à très grande vitesse sont dotées d'un système de création de vide. Alors, il y a deux sortes de rotors, grosso modo. Il y a des rotors qui sont fixes et dans lesquels le tube va adopter une position inclinée comme celle-là et ne changera pas de position. Donc, c'est ce qu'on appelle des rotors à angle fixe. Mais il y a également d'autres rotors qui permettent au tube de changer sa position, qui commence par une position verticale et se termine par une position horizontale. Alors, la figure 6 qui montre le mouvement des tubes dans une centrifugation à rotor libre. Au départ, les tubes sont dans une position verticale quand la centrifugeuse est à l'arrêt. Quand on commence à tourner, les tubes vont commencer à monter vers la position horizontale. Ils vont donc, en fonction de la vitesse, euh, arriver à une position horizontale lorsque la vitesse est au maximum. Donc, vous voyez que ce sont des rotors qui permettent une mobilité dans la position des tubes. C'est ce qu'on appelle des rotors libres. Alors, vous avez ici un rotor libre capable de supporter 4 tubes, 1, 2, 3, 4. Ces tubes sont mis dans ce qu'on appelle des gobelets. Là, c'est des gobelets qui commencent par une position pratiquement verticale. Et quand le rotor va tourner à grande vitesse, ces gobelets vont adopter la position horizontale. Dans cette figure, vous avez l'image et une coupe transversale schématique d'un rotor à angle fixe, un rotor fixe. Ce rotor peut supporter 1, 2, 3, 4, 5, 6 tubes qui sont dans une position fixe, ils sont dans une position légèrement inclinée fixe. Et donc, quand le rotor tourne, les tubes ne changent pas de position. Alors, généralement, les rotors fixes sont des rotors qui atteignent des vitesses très grandes, mais qui ne supportent pas un grand volume de liquide. Par contre, les rotors libres supportent un grand volume de solution, mais n'atteignent pas des vitesses qui sont très grandes.
Alors, chaque rotor a son maximum de vitesse de rotation que vous ne pouvez pas dépasser. Si vous la dépassez, le rotor casse. Parce que la force centrifuge est une force qui est très très forte. Voilà donc pour ce qui est les deux types de rotor. Et il faut savoir que la centrifugation est une opération qui est dangereuse, hein, et donc il y a des règles à respecter. La première des règles, c'est que quand vous mettez les tubes dans votre rotor, il faut toujours mettre un tube en face de l'autre qui est exactement identique à lui, qui a la même masse et la même forme. Donc vous allez mettre un tube ici, vous allez mettre exactement un tube en face qui a la même masse et la même forme. Celui-là recevra le tube en face avec la même masse et la même forme, et celui-là, le tube en face avec la même masse et la même forme. Si maintenant vous mettez ici un tube et en face un tube qui a une masse supérieure, cette masse, par l'effet de la grande vitesse, la différence va devenir importante et le rotor va s'incliner vers le tube le plus lourd, ce qui va tordre cet axe. Il ne restera pas vertical mais va s'incliner et il risque de se casser. Et s'il se casse, il va provoquer des dommages importants en cassant donc la centrifugeuse, en se projetant dans l'air et ça peut blesser ou casser le matériel dans le laboratoire. C'est pour cela que l'utilisation des centrifugeuses nécessite des opérateurs qui sont expérimentés. Alors, on parle d'un coefficient de sédimentation qui renseigne sur la vitesse de sédimentation d'une particule et qui est exprimée en Svedberg. Svedberg, c'est une unité de temps, elle correspond à 10 à la puissance moins 13 secondes. C'est ça ce que ça veut dire le Svedberg. Et c'est un coefficient qui est lié à la force centrifuge et dépend aussi de la masse de la particule à centrifuger, de sa densité et de la densité du solvant, puisqu'il y a une poussée d'Archimède, et des forces de frottement générées par le déplacement de la particule dans la solution. Alors ces forces dépendent aussi de la taille et de la forme de la particule. Alors maintenant, regardons de plus près la force centrifuge et les forces qui régissent la particule quand elle tourne dans une centrifugeuse. Donc vous avez ici un tube avec du liquide et dans le liquide il y a les particules. Si je m'intéresse à une particule, elle est soumise d'abord à la force de la pesanteur qui est dirigée vers le bas. Puisqu'il est dans un liquide, elle est soumise à une force de la poussée d'Archimède, à des forces de friction et de frottement, des forces centripètes ici, qui sont négligeables devant les autres forces. Mais la force qui est la plus intéressante et la plus forte, c'est la force centrifuge, qui est due aux rotations du rotor autour de l'axe ici. Donc voilà le rotor autour de l'axe. Et cette force est dirigée vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle une force centrifuge. Ça veut dire vers l'extérieur. Et qui est très très forte. C'est ces forces-là qui permettent de mobiliser les macromolécules dans un liquide. Alors, si j'exprime maintenant la force, une force est toujours une masse fois une accélération. Et l'accélération, puisque je tourne dans un rotor, je fais des mouvements circulatoires, je fais des rotations, donc on va considérer non pas la vitesse linéaire, mais la vitesse angulaire. Donc ici, l'accélération, c'est tout simplement la vitesse angulaire au carré fois R. R, le rayon, étant la distance entre le centre du tube qui est en train d'être centrifugé et l'axe de la centrifugeuse. C'est ça le rayon. Il est exprimé en mètres. Vous avez la vitesse de rotation angulaire en radians par seconde et vous avez l'accélération en mètres par seconde au carré. Alors, il est très difficile d'imaginer cette rotation angulaire exprimée en radians et on préfère l'exprimer en nombre de tours par minute ou par seconde. Alors, on peut exprimer donc la vitesse de rotation angulaire en termes de nombre de tours, qui est n, le nombre de tours, fois 2π. 2π, c'est un tour, puisque π, c'est 180. 2π, c'est 360 degrés, et 360 degrés, c'est un tour. Voilà pourquoi on l'exprime sous forme 2π fois n.
Pi étant le rapport de la circonférence d'un cercle par son diamètre, soit 3,14, c'est toujours constante. Et n, c'est le nombre de tours par seconde. Alors, il faut retenir une autre notion qu'on appelle l'amplification de l'accélération. Pourquoi on parle d'une amplification de l'accélération? Parce qu'on voudrait bien exprimer cette accélération en fonction de g, qui est la pesanteur. On comprend plus facilement si je vous dis cette centrifugeuse a une accélération, a une amplification de l'accélération de 1000 fois g. Ça veut dire qu'il est 1000 fois supérieur à la force de la gravité, ou alors 5000 g. Il est 5000 fois plus supérieur à la force de gravité. Et pour obtenir cette amplification d'accélération ici, c'est tout simplement z qui est égal à l'accélération qu'on divise par g, puisqu'on veut avoir le nombre de g, donc on divise par g. Et donc z peut être égal à a sur g. A, je la remplace par cette formule, c'est la vitesse angulaire au carré fois r, le rayon, sur g. Et si j'exprime maintenant la vitesse angulaire en termes de 2pi fois n, je vais obtenir 2pi fois n au carré fois r sur g, ce qui me donne 4pi carré n carré fois r sur g. Alors si je veux maintenant déterminer le nombre de tours d'une centrifugeuse, qui est le n, je vais sortir le n carré qui est égal à g fois z divisé par 4pi carré. Et n, c'est la racine de z fois g divisé par 4pi au carré fois r. Et donc là, j'exprime le nombre de tours par seconde. Si je veux maintenant le nombre de tours par minute, il suffit que je multiplie par 60 cette formule-là, puisque dans une minute, il y a 60 secondes. Alors c'est une équation qui est intéressante, puisque si je connais l'amplification de l'accélération et le rayon, je peux calculer le nombre de tours par minute ici. Si je connais le nombre de tours et le rayon, je peux calculer l'accélération, l'amplification de l'accélération. Et si je connais l'amplification de l'accélération et le nombre de tours, je peux déduire le rayon du rotor de la centrifugeuse. Donc vous voyez l'intérêt de cette formule-là. Alors passons maintenant à une petite application numérique. Voilà, on cherche la vitesse en RPM. RPM, c'est rotation par minute, c'est nombre de tours par minute. Pour une centrifugeuse qui a un rayon de 12 cm et qui a une accélération de 120 000 G. Alors j'utilise, comme je cherche le nombre de rotations par minute, j'utilise cette équation. Nombre de rotations, c'est 60 la racine de z fois g divisé par 4pi carré fois r. Et je mets l'application numérique, c'est 60 fois z, c'est 120 000. G, c'est 9,81, divisé par 4 fois pi, pi c'est 3,14 au carré, fois 0,12. Alors, vous avez remarqué qu'ici, je mis le rayon en mètres, 12 cm, ça fait 0,12 mètres. Et je constate que cette centrifugeuse tourne à 29 924 rotations par minute. Dans une minute, il aurait fait 29 924 tours. C'est énorme. Alors maintenant, quels sont les différents types de centrifugation? Alors, on a la centrifugation simple. C'est une centrifugation, si j'ai un liquide avec un soluté, des molécules dans le liquide, je vais finir par avoir un surnageant et un culot. Alors, vous voyez que le culot là est penché vers la droite, ce qui m'indique que la centrifugation a été dans un rotor fixe, dans lequel le tube était incliné. Donc, je peux avoir pour la centrifugation simple un surnageant et un culot, comme je peux avoir plusieurs couches. Si par exemple je centrifuge le sang à 3000 G pendant 15 minutes, je vais obtenir une première couche dense vers le bas qui ne contient que des globules rouges. Ensuite, une deuxième couche moins dense qui contient des globules blancs qui sont impliqués dans les phénomènes d'humidité. Et nous avons le liquide du sang qu'on appelle plasma, dans lequel baignent les globules. Comme couche légère. Donc, je peux avoir par centrifugation simple plusieurs couches. Le sang va se diviser en 3 parties. Les globules rouges qui constituent 44% du sang, les globules blancs qui ne constituent que 1%, et le plasma, le liquide du sang, dans lequel baignent les globules qui constituent 55% du sang.
Alors, un deuxième type de centrifugation, c'est ce qu'on appelle la centrifugation différentielle. Alors, c'est quoi la centrifugation différentielle? C'est tout simplement une série de centrifugations qui commence par une centrifugation à basse vitesse en premier lieu, ensuite on passe à une deuxième centrifugation à vitesse moyenne, ensuite à une centrifugation à vitesse plus haute. Alors, quel est l'intérêt de cette centrifugation différentielle? Je m'explique. Si j'ai par exemple trois molécules ici, une molécule très lourde qui est en noir et une molécule moyennement lourde représentée par les carrés ici, et une molécule très légère représentée par ces ovales. Je vais faire une première centrifugation à basse vitesse qui va me permettre de sédimenter les molécules lourdes, les noires, et de garder les autres molécules dans le surnageant. Si je prélève le surnageant et je le soumets à une centrifugation à moyenne vitesse, je vais permettre la sédimentation des molécules qui sont moyennement lourdes, les carrés ici. Et si je récupère le surnageant et je fais une centrifugation à haute vitesse, je descendrai les molécules ovales qui sont les plus légères. Résultat, c'est que j'ai parfaitement séparé les trois types de molécules. Voilà le premier type ici, deuxième type ici et troisième type ici. J'aurais séparé les trois types de molécules par la centrifugation différentielle et c'est là l'objet de cette centrifugation. Il y a également une centrifugation qu'on appelle centrifugation à l'équilibre. Parce que c'est une centrifugation qui s'arrête lorsqu'on atteint un état d'équilibre. Et au fait, c'est une centrifugation qui se fait dans un tube qui ne contient pas de l'eau ou la phase aqueuse, mais ce tube va contenir une substance, par exemple du saccharose. Et on va mettre beaucoup de saccharose vers le bas et très peu de saccharose vers le haut, de sorte à obtenir des densités très lourdes vers le bas du tube et moins lourdes vers le haut. On obtient ce qu'on appelle un gradient de densité, c'est-à-dire des densités très fortes vers le bas. Et plus on se dirige vers le haut du tube, moins on a de densité. Donc, sur ce saccharose, on va mettre nos mélanges de molécules et chaque molécule, quand on va centrifuger, va migrer dans ce saccharose jusqu'à une zone où la densité est égale à la sienne et va s'arrêter. Une molécule, quand elle trouve une zone où il y a sa densité, elle s'arrête forcément parce qu'elle ne peut pas aller dans une zone où la densité est plus grande que la sienne. Et donc, si j'ai trois molécules que je fais passer sur ce saccharose avec trois densités différentes, chaque molécule va s'arrêter dans une zone où la densité est équivalente à sa propre densité et j'aurai pour les trois molécules trois zones différentes. C'est pour cela qu'on appelle cette centrifugation à l'équilibre une centrifugation de zone. Cette centrifugation nécessite un temps qui est très long de centrifugation et nécessite une centrifugation à très haute vitesse. Alors, j'explique cet exemple de la centrifugation à l'équilibre. On a fractionné les ARN cellulaires de cellules animales et on a donc extrait les ARN cytoplasmiques par le phénol et on les a déposés à la surface d'une solution de saccharose dont la concentration varie linéairement de 20 à 5%. Donc voilà le tube, le haut du tube, le bas du tube. Ici, on va mettre beaucoup de saccharose à 20%. Donc, je vais avoir des densités élevées ici. Par contre, ici, je vais mettre du saccharose à 5%, qui augmente à fur et à mesure que je descends vers le bas du tube. Donc, à fur et à mesure que je descends vers le bas du tube, je passe d'une densité faible à une densité qui est plus élevée. Alors, si je mets mon mélange de molécules d'ARN ici, et si j'actionne la centrifugation, les molécules vont migrer, et dès que les molécules légères vont trouver une densité qui sera équivalente à la leur, ils vont s'arrêter. Ensuite, les molécules moyennes vont continuer la migration, la sédimentation, jusqu'à ce qu'ils trouvent la zone où la densité est égale à la leur. Et ensuite, les molécules les plus lourdes vont s'arrêter dans une zone de densité plus importante. Alors en réalité, on ne visionne pas ces molécules parce qu'ils ne sont pas visibles, ils sont incolores. Pour pouvoir les visionner, alors ils sont là en noir, c'est juste pour le schéma, mais en réalité, on ne voit pas ces molécules-là, on ne voit pas ces zones.
Pour les voir, on va trouver le tube d'ici, on va récupérer des fractions et on va lire la densité optique de cette fraction dans un spectrophotomètre qui va nous donner des pics chaque fois qu'il y a des ARN. Donc voilà le premier pic qui correspond aux ARN les plus lourdes, voilà le deuxième pic qui correspond aux ARN moyennes et voilà le troisième pic qui correspond aux ARN les plus légers. C'est comme ça qu'on détecte ces ARN et qu'on ramasse chaque zone à part, ce qui va nous mener à une situation où les trois ARN sont complètement séparés les uns des autres. C'est le but de cette centrifugation à l'équilibre. Donc voilà, cet exemple-là, c'est une centrifugation de 18 heures à 50 000 G d'accélération, d'amplification d'accélération. Et on a donc trois types d'ARN. Les ARN 28-7, vous vous rappelez du S qui est le Swedbank, qui appartiennent à la grande sous-classe des unités ribosomales. Ce sont les ARN des ribosomes. Les ribosomes, ce sont les organites où se fait la synthèse protéique. On a les ARN 18S qui appartiennent à la petite sous-unité ribosomale et on a les ARN 4S, les plus petits, du cytosol qui comprend les ARN de transfert. Donc voilà une application de la centrifugation à l'équilibre. Alors, je vais parler maintenant de l'ultracentrifugation. Alors, qu'est-ce que l'ultracentrifugation? L'ultracentrifugation, c'est tout simplement une centrifugation à très haute vitesse. Les meilleures centrifugeuses au monde sont capables d'atteindre 2 millions de G. Donc, 2 millions, une force qui est 2 millions plus forte que la force de gravité. C'est l'équivalent de 19 600 km au seconde carré. C'est énorme. Alors, on a des ultracentrifugeuses préparatoires et on a des ultracentrifugeuses analytiques. Alors, les préparatoires, on les utilise pour préparer des molécules en quantité suffisante. Par contre, les ultracentrifugeuses analytiques, qui servent à analyser les macromolécules, on peut déterminer leur vitesse de sédimentation grâce à ces ultracentrifugeuses analytiques. On peut déterminer leur poids macromoléculaire, etc. Et ces ultracentrifugeuses, puisqu'ils tournent à très haute vitesse, ils doivent obligatoirement avoir un système de réfrigération et un système de création de vide. Alors maintenant, quelles sont les applications de la centrifugation? Alors déjà, chez nous, tous les jours, on pratique la centrifugation. Quand vous essorez la salade, quand vous lavez votre salade et vous l'essorez dans les petites machines en plastique, vous les faites tourner à un nombre de tours important. Et quand vous les faites tourner, vous faites de la centrifugation parce que l'eau, il va aller sur les parois poussées par la force centrifuge et va sortir par les trous de l'appareil en plastique et vous gardez votre salade qui est pratiquement sec. Alors, on peut utiliser également la centrifugation pour l'essorage du linge dans les machines à laver. À la fin du cycle, vous faites une petite centrifugation du tambour, il va tourner à grande vitesse et l'eau qui est mélangée avec les habits va aller vers l'extérieur du tambour, va sortir par les trous, il va être évacué et vous gardez votre linge qui est pratiquement sec. On utilise aussi la centrifugation pour l'extraction du jus des fruits et légumes. Quand vous faites l'extraction du jus de fruits avec l'appareil de type Molinex par exemple, c'est de l'ultracentrifugation. Et en industrie alimentaire, on utilise l'ultracentrifugation pour la séparation de la crème du lait. C'est ce qu'on appelle l'écrémage du lait. On utilise la centrifugation pour éliminer les particules du bière et du vin, quand on prépare la bière et le vin. C'est ce qu'on appelle une clarification. On utilise également les centrifugeuses dans les grandes huileries pour préparer l'huile et les matières grasses. Dans les laboratoires, on utilise la centrifugation pour récupérer des précipités ou pour séparer des composés cellulaires ou encore pour purifier des macromolécules. Alors voilà des exemples où on voit une centrifugeuse réfrigérée. Donc vous voyez ici les orifices pour l'aération de la réfrigération. Ici, vous avez la chambre du rotor. C'est ici où on met les rotors. Voilà un rotor, voilà un deuxième rotor, on le met ici. Et vous avez aussi ici
l'expression digitale, le tableau de bord, on peut régler la température, la vitesse de rotation, on peut régler le temps de rotation, etc. Donc ici, il s'agit d'une centrifugeuse réfrigérée. Alors ici, vous avez un rotor qui permet de tourner les tubes Eppendorf. C'est des petits tubes ici qu'on met dans ces petits trous-là. Il y en a 24. C'est un rotor qui supporte 24 tubes et c'est un rotor fixe. Par contre, ici, on a un rotor qui est libre dans lequel on va placer les gobelets ici. Voilà un gobelet qui va être fixé sur ces pointes ici. Ce rotor supporte 4 gobelets, 1, 2, 3 et 4. Et chaque gobelet peut contenir un tube. On peut utiliser d'autres gobelets comme celui-là, un godet plutôt, avec un tube ou avec 3 tubes ou avec 4 tubes. Et j'ai ici des exemples de tubes qu'on utilise largement dans les laboratoires. Ici, on appelle un tube conique parce que le fond de ce tube est conique, il est en plastique. Ici, c'est un tube d'ébonite classique qui peut contenir 5 ml de liquide. Et ici, les tubes Eppendorf qu'on utilise beaucoup en biologie moléculaire. Voilà, j'ai terminé mon deuxième cours. Merci pour votre attention.